Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Deux Fiscalistes, un podcast. Je me présente, Professeur Reggie, avec Simplement Jerry. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, quelqu'un que j'avais très hâte qu'il vienne parce que le sujet d'aujourd'hui va toucher beaucoup de personnes. C'est le premier épisode de notre série qui va porter sur les relations entre les contribuables et les administrations fiscales. D'ailleurs, je me permets déjà de faire une petite invitation. Si jamais il y a quelqu'un des administrations fiscales qui veut nous parler de l'autre bord de la clôture, comment est-ce qu'eux voient ça, vous êtes les bienvenus. Mais aujourd'hui, on est avec un avocat chevronné, Maître Jonathan Etier de Spiegel Ryan. Maître Etier, merci d'être parmi nous. Bien, merci, messieurs, de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Puis, on peut se tutoyer? Avec plaisir. Excellent. Good. Donc, Joe? Certainement, oui. Tout d'abord, peux-tu un peu te présenter dans ton parcours? Donc, j'ai dit avocat fiscaliste. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Donc, moi, je suis avocat depuis 2009. J'ai fait ma formation à l'Université de Montréal et je suis également titulaire d'une maîtrise en droit, option fiscalité, que j'ai fait également à l'Université de Montréal avec HEC. Je suis avocat associé chez Spiegel Ryan et en litige fiscal. Donc, ma spécialisation, c'est vraiment le litige fiscal au niveau des contribuables. Fait que litige, fait que là, quand quelqu'un s'entend pas bien avec Revenu Canada, Revenu Québec, t'es une bonne personne à avoir dans son carnet, disons. Ben oui, je dirais ça. Mon travail, ça va vraiment être de représenter les contribuables, que ce soit des compagnies, des particuliers, des fiducies, donc vraiment toutes sortes de contribuables qui ont des ennuis avec l'Agence du revenu du Québec ou l'Agence du revenu du Canada, de la vérification fiscale, au niveau des oppositions, au niveau de la Cour, au niveau du recouvrement également. Donc, toujours du côté des contribuables. Et c'est vrai, ce que j'ai oublié de le préciser, l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attarder à la vérification fiscale, parce que tu l'as très bien mentionné, il y a plusieurs niveaux. Il y a la vérification fiscale. Quand on n'est pas content du résultat, on peut aller en opposition. Quand on n'est pas content du résultat, bon, généralement, il va falloir gérer le recouvrement, mais on peut aller devant les instances, devant les tribunaux. Tout à fait. Devant les tribunaux, on a la Cour canadienne, je parle au fédéral, Cour canadienne, après ça, la Cour d'appel, et finalement, si t'es vraiment chanceux et que t'as des poches profondes, la Cour suprême. Sinon, au Québec, là, je sais que t'as la Cour du Québec au supérieur, ça, je suis moins familier. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, pour ma part, moi, j'ai plaidé souvent à la Cour du Québec. Okay. Cour d'appel du Québec. J'ai également eu des dossiers à la Cour canadienne de l'impôt, Cour fédérale, Cour supérieure. Cour suprême, c'est plutôt rare. Je dirais, en pratique, c'est pas quelque chose qu'on voit toutes les semaines, certainement. Oui, c'est ça. Mais il y a différents tribunaux, puis chaque tribunal va avoir sa compétence selon la nature du problème, là. Parce qu'on m'avait déjà dit comme statistique, ça parle beaucoup, c'est que pour aller en Cour suprême, c'est toute cause confondus, là, fiscalité, criminelle, name it, c'est seulement 5% qui vont à la Cour suprême. Donc, il faut que ça soit d'intérêt pour tout le Canada. Fait que c'est quand même... Cour suprême, c'est fait que 5% pour tout. Fait que la fiscalité, on n'est pas les plus... 5%, ça me surprend pas. Je n'étais pas au courant de cette statistique-là, mais certainement, ça va prendre quelque chose d'intérêt national, susceptible d'intéresser l'ensemble du pays, là. Donc, un litige qui est purement privé, évidemment, ça sera la Cour suprême ne devrait pas l'entendre. Ouais. Est-ce que tu as une préférence où tu préfères plaider devant la Cour canadienne ou la Cour du Québec? En toute franchise, j'ai une préférence au niveau de la Cour du Québec. Puis, je pense que la nature de notre pratique en litige fiscal au Québec fait qu'on est souvent amené à aller à la Cour du Québec, considérant que Revenu Québec administre la TPS et la TVQ. Parfois, on va pouvoir s'entendre pour, si un dossier touche à la TPS, on va aller le traiter au niveau de la on va aller se battre au niveau de la TVQ à la Cour du Québec. Je pense qu'au niveau de ma pratique, en tout cas, ça donne qu'on va plus souvent à la Cour du Québec, mais un dossier pourrait aller à la Cour canadienne de l'impôt. Mais pour ma part, j'ai une préférence pour la Cour du Québec en toute franchise, ouais. Excellent. Donc, est-ce que tu es prêt à ce qu'on rentre dans le vif du sujet, les vérifications fiscales? Bien, certainement, messieurs. Certainement. Jerry, je sais que cette année, tu es plus calme par rapport à l'année passée. Où l'année passée, il y avait certains épisodes où tu avais une certaine
rancune. Je sais que tu avais un dossier en cours. Fait que, aujourd'hui, es-tu plus calme? Es-tu prêt à parler? N'oublie pas que tout ce que tu dis pourrait être retenu contre toi. Écoute, j'ai les dossiers de vérification fiscale que j'ai en ce moment, je vais lancer des fleurs à l'administration fiscale. En ce moment, ça déroule bien, donc je vais pas... Non, je n'ai pas de dents en ce moment. Quelqu'un veut que son dossier se règle bien, hein? Bref, ça c'est étant dit, mais peux-tu nous parler normalement d'un... Réginald l'a mentionné un peu les différentes étapes d'une vérification fiscale, mais en général, c'est quoi les étapes d'une vérification fiscale? Puis qu'est-ce qu'un contribuable doit avoir en tête? Parfait. Ben, une vérification fiscale, ça va commencer de façon générale avec un premier contact des autorités fiscales au niveau du contribuable. Donc, une correspondance écrite, un appel. Si on prend l'exemple d'une correspondance écrite, donc on reçoit une lettre de Revenu Québec, de Revenu Canada qui précise, écoutez, vous êtes en vérification fiscale, on fait une vérification de telles années d'imposition. On vérifie, par exemple, certaines déductions que vous avez prises et on peut, par exemple, demander une rencontre, avoir certaines demandes documentaires, fournissez-nous certaines pièces justificatives au soutien de certaines déductions que vous avez prises dans votre déclaration de revenus. On peut avoir une rencontre en personne, une rencontre par Teams ou Zoom, par vidéoconférence. Et de façon générale, il va y avoir différents échanges avec le vérificateur et ça devrait se terminer par une correspondance qui dit ben, écoutez, tout est beau, on ne prévoit pas procéder à des ajustements au niveau de votre déclaration de revenus ou la présentation d'un projet de cotisation. Et un projet de cotisation, c'est quoi? C'est, dans le fond, le fruit de leur analyse. Ils vont pouvoir, par exemple, démontrer ben, écoutez, on n'est pas d'accord avec certaines déductions que vous avez prises, on entend les refuser et augmenter votre revenu d'un certain montant. Et de façon générale, le contribuable va avoir 21 jours pour répondre au projet de cotisation, pour soutenir sa position au niveau de la déduction, par exemple. Et la vérification fiscale devrait se terminer par soit l'absence d'émission d'une cotisation s'il n'y a aucun changement ou l'émission d'une cotisation fiscale qui cristallise les ajustements qui ont été présentés dans le projet de cotisation. Tu as mentionné un élément important, surtout à l'ère où il y a beaucoup de fraudes téléphoniques, puis tout ça. Si je fais juste recevoir un appel d'une administration fiscale qui me dit que je suis en vérification, puis qui commence tout de suite à me poser des questions, est-ce que je réponds ou suis-je mieux de dire, écoute, je comprends, tu m'appelles, tu me dis que je suis en vérification, avant de t'envoyer quelconque information, je veux une lettre officielle. Qu'est-ce que je suis mieux de... Ben, c'est certainement un bon réflexe, hein, parce qu'on ne sait jamais si ça commence avec un seul appel téléphonique, on ne connaît pas la personne, on ne sait pas si c'est un fraudeur. Ça serait un très bon réflexe de dire, écoutez, ça va me faire plaisir de vous parler, mais j'apprécierais recevoir une correspondance écrite officielle qui peut être déposée dans mon portail en ligne, là, mon dossier avec les autorités ou par la poste. Puis après ça, ben, je vais engager la discussion avec vous parce que c'est certain que ça serait pas prudent de partager des informations personnelles avec quelqu'un qui n'a pas communiqué par écrit préalablement. Là, ouais. Puis pendant la vérification, tu sais, souvent, il va y avoir des échanges téléphoniques, puis des fois, ils peuvent nous demander des représentations, je veux dire comme ça, des représentations ou des questions. Puis là, ça s'adresse autant au contribuable que son représentant. Alors, en tant que comptable, souvent, la vérification plus souvent qu'autrement, je vois que c'est les comptables qui gèrent ça. Si Revenu Québec me demande une explication par téléphone, ou qui veulent me passer une entrevue par téléphone, je dis Revenu Québec, ça peut être Revenu Canada, suis-je mieux de dire non, envoie-moi tes questions par écrit, je vais y répondre par écrit. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou s'ils me demandent une entrevue, je suis obligé de trouver un moment puis de faire une entrevue verbale avec eux? Oui. Ben, au niveau de la loi, donc la loi prévoit que le vérificateur, dans le fond, peut solliciter une rencontre en personne ou ça peut être par voie électronique et demander de répondre verbalement là, à certaines questions relativement à l'application de la loi. Okay. Ceci dit, le contribuable peut répondre verbalement, mais il n'y a rien qui l'empêche, suite à avoir donné une réponse verbale, d'envoyer un écrit, que ce soit un fax ou une lettre pour préciser sa pensée, ou s'il y a certaines choses qui étaient inexactes, de se corriger, dans le fond. Donc, il n'y a rien qui empêche un contribuable d'envoyer un écrit qui serait non sollicité, là, mais au vérificateur pour préciser ce qui a été dit verbalement. Il n'y a rien qui l'empêche ou c'est préférable? Ben, c'est préférable, surtout si ce qui a été dit verbalement est incomplet. Okay.
Puis moi, j'encouragerais même que même si la réponse verbale était parfaite ou quoi que ce soit, c'est quand même bon d'envoyer un écrit qui vient confirmer par écrit là, la position du contribuable. Tu as dit quelque chose d'intéressant, envoyé par fax. Fax, est-ce que on voit, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Est-ce que le fax est vraiment utilisé? Le fax est vraiment utilisé, oui, par les administrations fiscales. C'est une doléance qu'on a depuis plusieurs temps. Là, je sais qu'ils disent oui, mais avec mon dossier, vous pouvez communiquer avec nous. Oui, on a aussi vu récemment dans les journaux mon dossier, à quel point ça fonctionne bien. Fait que ce que tu as montré, c'est une réalité que les professionnels on a, puis que des fois que c'est difficile de faire comprendre aux clients qu'on communique par fax et que ça peut être des fois compliqué, long. Puis en plus, le fax est envoyé tout le temps au même endroit, puis que si jamais ton fax est envoyé à l'île du Prince-Édouard, mais que ton vérificateur est au Québec, faut qu'il rentre. Même si toi, tu es littéralement à Montréal, vous êtes à distance de 100 mètres, faut que tu envoies ça, puis que c'est administration fiscale, do better que le fax. Il faut qu'on arrive. Revenu Québec, on le courriel sécurisé. Je vais leur donner. ARC, quand c'est rendu que Revenu Québec a un meilleur service que vous là-dessus, il faut que vous steppez up un peu. Là. Ça, c'est mon commentaire. Ça n'implique pas Maître Étienne. On utilise encore le fax. Puis la beauté du fax, c'est que ça nous donne une preuve de réception avec un OK. Donc, on ne peut pas se faire reprocher de ne pas l'avoir envoyé. Là. On a une preuve de réception. Mais j'ai vu que sous toute réserve, là, mais je pense que Revenu Québec, au niveau des oppositions 2026, ça ne sera plus possible d'envoyer un avis d'opposition par fax. Donc, on se modernise à ce niveau-là, mais le fax au niveau de l'ARC est toujours très présent. Là. Ouais. Bon. Fait que Revenu Québec, ARC. Vas-y. Non, vas-y. Okay. Donc, mettons, je suis toujours au stade de la vérification. Donc, je reçois des questions généralement sur ma déclaration de revenus. Suis-je mieux de contacter un comptable fiscaliste ou un avocat fiscaliste? Ben, c'est une excellente question. C'est certain qu'un contribuable peut se représenter lui-même, n'est pas obligé de recourir à un professionnel pour l'assister dans le cadre de la vérification fiscale. Ceci dit, dès la vérification, ça peut être pertinent de recourir au service d'un professionnel, que ce soit un comptable, un avocat, comptable fiscaliste, avocat fiscaliste. Le réflexe de base, ça va souvent être de recourir à la personne qui nous a assisté à faire notre déclaration de revenus, donc le comptable. Dans la mesure où, au niveau d'une vérification, surtout au début, on est vraiment au stade de fournir des pièces justificatives au niveau de certaines déductions qui ont été prises, par exemple des factures, des contrats. Moi, pour ma part, je pense que le recours à un avocat ou à un comptable est tout à fait approprié. Seulement, lorsque, au niveau de la vérification, les choses commencent à s'envenimer avec les autorités fiscales, où il faut, par exemple, recourir à des arguments de jurisprudence ou certaines acrobaties avec la loi de l'impôt pour démontrer notre point. Par exemple, on a le droit de déduire un certain montant. Je serais tenté de dire que le recours à l'avocat est peut-être plus approprié à ce niveau-là. Mais c'est ça. Mais un comptable peut être parfaitement compétent là, pour assister à un... Obligé d'être un fiscaliste. Ben, dans le fond, suggéré, mais pas... Le titre de fiscaliste, c'est pas réglementé au Québec dans le sens que n'importe quel charlatan peut se prétendre fiscaliste. Mais ça va être pertinent, je pense, pour le contribuable qui est en vérification, qui retient les services d'un comptable ou d'un avocat, de questionner peut-être ses qualifications en matière de fiscalité, parce qu'on sait qu'il y a des formations universitaires qui se donnent. Il y a des maîtrises là, en fiscalité, donc... de s'assurer que son professionnel a une certaine formation là, en fiscalité, ça va être pertinent, ouais. Tu amènes un point super pertinent qui n'est pas nécessairement lié avec les vérifications, mais c'est vrai, le titre de fiscaliste n'existe pas, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent. Que tu as un ordre de fiscaliste, quoi que ce soit, ça n'existe pas. Ouais. Donc, techniquement, n'importe qui peut se prétendre, j'aime ton terme, n'importe quel charlatan peut se prétendre fiscaliste. Alors, je dirais que la question à poser, c'est plutôt de demander, comme tu as dit, c'est quoi les qualifications? Est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que tu as une formation quelconque? Avocat fiscaliste, on a un devoir déontologique de se former à chaque année, donc généralement, on est au courant des mises à jour. Ouais. Quand on est comptable avec une maîtrise ou un DES en fiscalité ou un certificat en fiscalité, même chose avocat avec un certificat, un DES ou une maîtrise, déjà là, ça prouve qu'il y a eu des études de base qui ont été faites, puis normalement,
on se met à jour ce qui se passe en fiscalité. Mais c'est un excellent point que les gens devraient faire, c'est toujours demander c'est quoi tes qualifications. Puis si vous sentez que vous n'êtes pas confortable, allez voir un fiscaliste. Tout à fait. Ça, moi, ce qu'on entend souvent, c'est que les fiscalistes coûtent cher. Ouais. Mais Mais juste pour situer un peu un contribuable dans son niveau de risque, là, quand il répond aux vérifications fiscales où il commence, est-ce qu'un contribuable pourrait aller en prison s'il fait une fausse déclaration aux impôts? on jase, là. On jase, oui. Mettons là que j'ai pas payé mes impôts. Ben, bon, un contribuable qui fait une fausse déclaration en vérification au niveau de sa déclaration de revenus, tout ça, c'est généralement pour aller chercher un certain avantage fiscal ou réduire sa facture d'impôt à la fin de la journée. Contribuable qui fait une fausse déclaration, il peut avoir différentes conséquences à ça. Donc, notamment, le vérificateur pourrait être tenté d'émettre des pénalités pour négligence flagrante ou faute lourde, là, qui, ni plus ni moins, va revenir à 50% de l'impôt qu'on a tenté d'éluder ou d'éviter par notre fausse déclaration. Mais au niveau de la prison, si on prend l'exemple avec la loi provinciale, par exemple, ben, un contribuable qui fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une déclaration va pouvoir recevoir un constat d'infraction avec une pénalité qui peut aller entre 2 000 jusqu'à 1 million. Donc, c'est quand même considérable. Et également, cette pénalité-là, il peut avoir un risque d'emprisonnement d'au plus 5 ans, moins 1 jour. Donc, de faire des fausses déclarations dans une déclaration, des déclarations trompeuses, ça peut avoir des conséquences, notamment au niveau d'augmenter notre facture d'impôt, mais également de nous priver de notre liberté. Mais ça prend quelque chose de choquant quand même. Là, c'est ça, c'est pas juste que j'ai pas fait mes impôts depuis 3 ans, fait qu'ils s'en viennent me chercher puis ils vont me mettre à Bordeaux. Là. C'est pas... Non, je dirais ça prend quelque chose qui vient choquer la société là, pour que les autorités prennent la position que de l'emprisonnement est justifié dans un dossier. Ouais. C'est possible, mais c'est pas courant. C'est... As-tu souvenir, as-tu déjà eu un client... Parce que moi, j'essaie de me rappeler la dernière fois que j'ai vu que quelqu'un est allé en prison pour ses impôts au Canada, ou au Québec même. Pour les impôts, non. Fraude, c'est ça la croix, puis ça, c'est une fraude financière. Okay. Mais pour des impôts spécifiquement, je pense que le dernier, c'est un CPA. Puis ça avait été il y a une couple d'années. C'est... je dirais qu'en pratique, c'est des choses qu'on peut voir où les autorités vont vouloir de l'emprisonnement dans des dossiers de litiges fiscaux pénaux. Là. J'ai déjà vu ça. Ouais. Okay. Bon, pas qu'à faire attention. Je reviens sur... tantôt, on disait, j'ai fait un petit commentaire, le fiscaliste coûte cher, mais à ce niveau-là, à partir de combien, à peu près, tu penses que ça vaut la peine d'aller consulter un... Je vais dire, Victor, que tu es avocat, je vais dire un avocat fiscaliste. Là. À partir de combien, là, ma cotisation, là, OK, j'ai ça en jeu, là, je suis mieux d'aller voir un avocat fiscaliste. Oui. Bien, il n'y a pas de réponse parfaite à ça, c'est certain. Mais pour se dire les vraies affaires, c'est certain que s'il y a seulement quelques centaines de dollars en jeu au niveau du litige, financièrement, ça pourrait ne pas nécessairement faire de sens d'aller chercher l'assistance juridique. Mais, tu sais, puis toute chose étant relative, par exemple, si les montants en litige sont de quelques milliers de dollars, peut-être qu'un avocat fiscaliste en litige fiscal va pouvoir, ne serait-ce que dans une seule consultation, donner les outils nécessaires au contribuable pour lui permettre d'avancer dans son dossier et peut-être de régler son problème. Donc, ça serait faux de prétendre qu'il y a un certain seuil. Ah oui, ça prend au moins 5 000 $ ou 10 000 $ en jeu. Ça dépend vraiment d'un cas d'espèce. Là. So, maintenant, dans le cadre de la vérification. Donc, c'est une coupe de... Pendant la vérification. Oui. Je pense que je vais le colorer un peu plutôt que poser la question de manière très simple. Des fois, les demandes de vérification, que ce soit le volume d'information ou l'information demandée est un petit peu loufoque. Ça m'est déjà arrivé de le voir dans le passé. J'aurais dit importante. Okay. Importante, ou des fois, le travail demandé par le vérificateur. Par exemple, je veux toutes les factures des 3 ou 4 dernières années, puis toutes les factures de 5 $ et plus, peu importe, j'ai pas de seuil. Donc, je veux tout. Ça demande des travaux importants. Est-ce qu'on est obligé de collaborer quand un vérificateur ou quand les administrations fiscales font ce genre de demande-là? Bien, je dirais la réponse de base, c'est oui. Donc, la loi prévoit que le contribuable a un devoir de collaboration avec les autorités fiscales. Le vérificateur peut
requérir du contribuable toute aide raisonnable, demander de l'accompagner dans un lieu désigné, lui demander de lui fournir certains documents, même si ça peut être beaucoup, lui demander une rencontre en personne ou par voie électronique, répondre à des questions verbales, répondre à des questions par écrit dans la forme qu'il précise. Et oui, le contribuable va avoir un devoir de collaboration. Puis là, la question qu'on peut se demander, c'est, ben, si je collabore pas, mais qu'est-ce qui va arriver, hein, tu sais? Mettons, je fais la sourde oreille, là, puis je décide que je reçois le papier, je le mets au recyclage, puis je décide de faire comme s'il n'existait pas. Ben, donc ça serait pas une chose que je recommanderais à un client de règle générale, mais il faut savoir que les autorités fiscales peuvent aller chercher une ordonnance d'un juge pour demander de fournir l'accès ou de fournir certains documents. Donc, si on fait la sourde oreille, on peut avoir une ordonnance qui nous oblige, ni plus ni moins, à fournir le document en question. Puis si on ne le fait pas, on peut être coupable d'outrage au tribunal avec les conséquences là, que ça peut avoir. Puis si je fais toujours la sourde oreille, bien, les autorités fiscales vont avoir certains pouvoirs. Ils peuvent procéder, par exemple, à une demande péremptoire. Donc, c'est quoi ça, une demande péremptoire? C'est ni plus ni moins un document sur lequel les autorités fiscales vont demander certains renseignements aux contribuables et préciser que si vous ne le faites pas, il va y avoir certaines conséquences. De ne pas collaborer avec une demande péremptoire, il peut y avoir différentes conséquences, notamment, ça peut être, par exemple, au niveau provincial, une infraction. Donc, on peut avoir une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 10 000. Et également, cette amende-là, il y a un emprisonnement d'au plus 6 mois. Encore donc, la prison. Donc, c'est important de collaborer avec une demande péremptoire. Puis également, si on ne fournit pas le document dans la demande péremptoire, et que le dossier se poursuit, on est cotisé, on n'est pas d'accord, on se ramasse devant les tribunaux, mais sur demande du ministre, un juge va pouvoir refuser le dépôt en preuve du document qu'on essaie de mettre en preuve devant la Cour et qui n'avait pas été fourni au stade de la demande péremptoire. Donc, si on reçoit une demande péremptoire, un bon réflexe, ça va être de collaborer. Là. Donc, ça, c'est règle générale. Puis, je dirais, si on continue à faire la sourde oreille, un risque, c'est de recevoir une cotisation estimative. Donc, les autorités fiscales nous demandent des documents, on ne collabore pas. Ben, le ministre n'est pas lié par les renseignements ou les déclarations que les contribuables font et il va pouvoir faire une cotisation estimative. Donc, par exemple, ben, j'estime que ton revenu, à la lumière des informations dont je dispose et sur tes années antérieures, j'estime que ton revenu devrait être à peu près ça et procéder à des ajustements. Donc, et mettre des cotisations et augmenter le fardeau fiscal. Donc, ça va être important de collaborer là, avec les autorités pour éviter certains ennuis qui seraient non nécessaires. Ouais. Pour tout ce qui est cotisation estimative, je comprends qu'ils ont le droit de le faire, mais est-ce qu'ils doivent documenter leur dossier ou ils peuvent simplement prendre la règle du pouce puis pondre une cotisation estimative sans information? Je suis curieux. Ça ne sera pas le réflexe de base là, de procéder avec une cotisation estimative. Je serais tenté de dire que oui, ils vont documenter leur dossier, préciser qu'ils n'ont pas eu une bonne collaboration du contribuable, mais règle de base, les autorités fiscales ne vont pas procéder avec une cotisation estimative. Ils vont analyser les informations qui ont été fournies puis cotiser en conséquence. Là. C'est plus dans un contexte où la collaboration du contribuable n'est pas au rendez-vous. Ouais. Chose qui m'est déjà arrivée dans un dossier, l'administration fiscale m'avait demandé un document, mais le document n'existait pas. Donc, ils me demandaient, dans le fond, pour simplifier leur travail, ils me demandaient de créer un document, donc aux frais de mon client, pour les aider à faire leur travail. Fait que je me demandais, est-ce que... Là, je sais que ça a été toutes des négociations. Finalement, on leur a dit qu'ils étaient capables de s'arranger autrement. Est-ce que je suis obligé... Est-ce qu'ils ont le droit... Effectivement, ils ont le droit de faire cette demande-là. Suis-je obligé de créer ce document dans cette situation-là? Comme s'il avait été ferme avec moi, il m'a dit, écoute, je veux ce document-là, rien d'autre, merci, au revoir, puis rappelez-moi quand c'est fait. Est-ce que j'aurais été obligé d'aller voir mon client et dire, hey, écoute, ce qu'il me demande là, ça n'existe pas, je dois le créer, ça va coûter X milliers de dollars, qu'est-ce que tu veux faire? Soit que tu collabores pas, soit que je le fais. Ou j'aurais pu dire, ben non, écoute, ça n'existe pas. Oui. La réponse, c'est non. Si le document n'existe pas, la jurisprudence est à l'effet que le contribuable n'a pas à
créer un document, fournir un document qui n'existe pas, qui ne peut être produit, là. Donc, si le document n'existe pas, ça va être important de préciser au vérificateur que, écoute, le document que tu demandes n'est pas en ma possession ou n'existe pas à ma connaissance et je ne peux pas le fournir, mais le contribuable ne va pas avoir à confectionner un certain document simplement pour satisfaire une demande d'un vérificateur. Ce que la loi prévoit, c'est que le contribuable va devoir faire un effort raisonnable pour obtenir les documents qui sont demandés. Mais de venir créer un document de toute pièce pour satisfaire une demande documentaire, c'est pas un effort raisonnable, évidemment. Là, puis également, si un document a été détruit ou n'est pas disponible ou n'est pas dans la possession, les autorités ne devraient pas pouvoir obtenir une ordonnance de divulgation à ce moment-là pour obtenir le document. Il n'existe pas, tout simplement. Ben d'abord, OK, avec ce que tu dis là, fait que je me dis, s'il est détruit, fait que si, exemple, à chaque année, je fais mes impôts, puis le lendemain que j'ai transmis, je brûle tout. Fait que vous ne pourrez jamais rien me demander, parce que tout va toujours être détruit. À vous de trouver la planification. Là. Évidemment, ça, c'est pas le meilleur comportement de contribuable, là, donc de faire une destruction complète de ces données. Ils ne vont pas vous prendre comme client, je pense. On va encourager Puis, ce que la loi prévoit, c'est que, par exemple, si on exploite une entreprise, qu'on est tenu d'avoir des registres, des pièces justificatives, on va devoir les conserver pendant les 6 ans après la dernière année d'imposition auquel ils se rapportent. Donc, il y a une obligation de conservation des données, puis ça ne serait pas un bon réflexe que tu ailles brûler tes documents. Là, ouais. Fait que l'excuse de « ça a été détruit par l'eau, mon chien l'a mangé », si c'est un document qui devrait dater dans l'intérieur de 6 ans, ce n'est pas une bonne excuse. Ce n'est pas une bonne excuse. On a l'obligation de conserver nos pièces justificatives, nos registres pendant 6 ans. Ceci dit, ça peut arriver qu'on ait une inondation, que certains documents ont disparu ou ont été détruits. Puis, ça va être recommandé de pouvoir, par exemple, si on parle d'une dépense qui est en litige, là, mais on peut peut-être prouver notre dépense autrement que par la fameuse facture. Donc, est-ce qu'on a un relevé de carte de crédit, un relevé bancaire qui est disponible, qu'on peut venir télécharger en ligne? Est-ce qu'on a une photo de l'item qu'on a acheté qui était une dépense d'entreprise? Est-ce qu'on a toujours un contrat qui est en preuve? Même si notre fameuse facture a disparu, on va pouvoir prendre d'autres méthodes là, pour venir démontrer notre dépense. Ouais. J'apporte un bémol sur le 6 ans, parce que tu as raison, c'est 6-7 ans, mais pour l'avoir vécu, quand vous achetez un bien, la facture du coût du bien, par exemple, un placement, c'est le plus classique. Donc, j'ai acheté les actions de Microsoft en 1995, je les ai vendues en 2025, ouais. Même si je les ai achetées en 1995 puis ça fait 30 ans, je dois garder un backup de mon coût d'acquisition parce que mon coût est venu réduire mon impôt en 2025. Donc, je vais le garder 6 ans après. Fait que 26, 27, 28, 29, 30, 31. Fait que il faut que je le garde jusqu'en 2031 et non 6 ans après mon achat, qui serait 2001 dans ce cas-ci. Nonobstant le délai de 6 ans de conservation, moi, je vais recommander, dans les mesures du raisonnable, de conserver ses affaires éternellement. Okay? Parce que oui, on a une obligation de conservation, mais de façon théorique, les autorités fiscales peuvent venir vérifier les années d'imposition qu'elles veulent. Donc, au niveau de la vérification, donc, ça va être pertinent d'avoir ces pièces justificatives. Puis, on va revenir sur un autre podcast sur la faute lourde et les négligences flagrantes. Grossièrement, ce que c'est, ça, c'est quand tu as sciemment ou volontairement fait fi de l'impôt. Puis ouais. En gros, tu as quasiment fraudé, on va dire ça de même. Pas nécessairement fraudé, mais quasiment. Puis que tu savais que ce que tu faisais n'était pas correct ou que tu aurais dû savoir parce que c'est trop important ce que tu fais. L'exemple classique que je vois souvent, c'est que j'ai vécu en pratique, c'était un actionnaire qui sortait de l'argent sous forme d'avance. Fait qu'il ne s'imposait pas sur un dividende ni sur un salaire. Sortait de l'argent. Tu peux sortir de l'argent. Mais il faut que tu la rembourses à l'intérieur dès un an après la fin de l'exercice. Mais lui, ça faisait... Il y a quand même l'intérêt. Oui, il faut que tu payes l'intérêt. Ouais. Mais ce qui est arrivé, lui, dans son cas, c'est qu'il s'était fait taper ses doigts par l'administration fiscale la première fois. Il y avait une vérification. Il disait, tu es sorti de l'argent, tu t'es pas imposé, il fallait que tu le fasses. Tape ses doigts.
après cette vérification, avait continué de le faire, avait déménagé aux États-Unis, avait comme et là, on parle d'un 5 à 700 000 là, qui s'était sorti de la société, que ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas remboursé, ni ne s'était pas imposé. Fait que l'administration fiscale, quand ils sont revenus, ils ont dit, écoute, mon grand, on t'a prévenu la première fois, t'as pas écouté, tu viens de le recommencer, t'es rendu à 5 700 000 t'es comptable, c'est pas des tatas, c'est un gros bureau, ils t'ont prévenu, on ne croit pas à ton histoire de « Ah, j'ai oublié ». On applique une faute lourde ici, puis là, ben, tu avais 50% de l'impôt à payer sur cet argent-là, plus une pénalité de 50%, plus les intérêts et les pénalités normales sur cet impôt-là, etc. Mais bref, quand tu as une pénalité pour faute lourde, les administrations fiscales peuvent retourner à vitam aeternam, façon de parler. Ils ont plus de délai de ce qu'on appelle le délai de prescription, puis peut-être que tu pourrais m'en parler un peu, là, de 3 ans. Ça, c'est élevé, puis s'ils veulent retourner 10 ans en arrière, façon de parler, parce qu'ils pensent que ça fait 10 ans que tu fais ta fraude, ou que que ça fait 10 ans que ta faute lourde s'applique, ben, ils peuvent retourner 10 ans, peu importe que le 6 ans de conserver tes registres. Puis, oui, de façon générale, tu sais, puis au niveau du concept de prescription, là, donc, tu sais, de façon générale, les autorités fiscales vont pas pouvoir venir cotiser un contribuable plus de 3 ans après l'émission du premier avis de cotisation relativement à l'année. Si on fait un exemple, par exemple, je produis ma déclaration de revenus pour 2025 avant le 30 avril 2026. Je suis cotisé par les autorités fiscales début mai 2026 pour mon année 2025. Bon, et là, ben, 3 ans plus tard, après ce délai-là, les autorités fiscales, règle générale, ne peuvent pas venir nous cotiser à moins qu'ils viennent démontrer qu'on a fait une présentation erronée des faits par négligence. C'est certain que dans un cas de faute lourde qui est la négligence flagrante, ben on va venir rencontrer ce seuil-là de négligence requis là, pour venir reculer en arrière beaucoup plus que 3 ans. Ouais. Jay? Est-ce qu'une demande d'un vérificateur peut être déraisonnable? Une demande peut être déraisonnable, effectivement. Ceci dit, il faut savoir que les pouvoirs de vérification sont très larges et les autorités fiscales peuvent obtenir une myriade de documents. Et parfois, on peut, comme contribuable, se sentir un peu attaqué par le volume de documents qui nous sont demandés, mais ça ne sera pas nécessairement déraisonnable et le contribuable va avoir un devoir de collaboration puis de fournir les documents. Ouais. Je dirais, si on est d'avis qu'une demande est déraisonnable, ça pourrait être un bon réflexe d'organiser une rencontre avec le chef d'équipe, le supérieur là, immédiat du vérificateur pour exposer qu'on est d'avis que la demande est déraisonnable puis d'avoir leur position sur pourquoi ça ne l'est pas, par exemple. As-tu déjà vécu ça dans ta pratique? Une fois où tu t'as présenté, tu as dit là, les boys and girls, là, ce que vous demandez là, slow down. Bien, je dirais ce que j'ai déjà vu, par exemple, c'est une demande où, en vérification, on va essayer d'obtenir un document qui est protégé par le secret professionnel. Ah, bon point. Donc, à ce moment-là, c'est d'expliquer, c'est un document qui est protégé par le secret professionnel, il n'y a pas à être fourni à ce moment-là. Mais c'est certain qu'on voit, par exemple, en vérification, vraiment des demandes documentaires qui peuvent être assez lourdes, tout ça, mais le contribuable a, règle générale, le devoir de collaborer. Ouais. J'ai eu une petite histoire comme ça, un vérificateur qui demandait, c'était la première lettre de vérification, la lettre initiale, il demandait tous les relevés bancaires, tous les relevés de carte de crédit, toutes les factures de toutes les postes, tout. Puis je l'ai appelé, j'ai écouté, là, parce que d'habitude, de vérification, vous demandez d'avoir une liste, ce qu'on appelle le grand livre, avec la liste de toutes les dépenses, puis vous faites un échantillon. S'il y a un problème, vous en demandez d'autres, mais il y a quand même... Parce que là, juste les relevés que vous me demandez, il y a 2 comptes bancaires, une carte de crédit sur 3 ans. Là-dedans, je suis rendu à plus d'une centaine de documents. On parle juste des relevés bancaires. Puis j'ai pas fait aucune facture et tout. Sa réaction, juste non. Tu m'enverras pas 109 documents. Il dit, envoie-moi juste ça. Je vais faire mon échantillon. Ouais. Je te renverrai. Il dit, ma lettre, c'est une lettre générale, standard. Il dit, envoie-moi juste la liste, puis je vais t'envoyer des échantillons. Puis j'ai réussi. Ça a été une des rares fois où un simple appel, ça a duré 5 minutes, j'ai réussi à réduire. Mais ça arrive pas tout le temps. Il y en a des fois qui disent, envoyez-moi tout. Mais ça, ils peuvent quand je même vais regarder. Même si le volume est important, ils peuvent quand même l'exiger. Là. D'habitude, quand le volume est important, d'habitude, ton client a une certaine taille.
C'est rare que ça va être mon fameux Reggie puis Reggie électrique qui est juste un employé qui va avoir 2000 factures là, à un moment donné. Ça. Mais effectivement, ça. Mais bon. Puis est-ce qu'il y aurait des critères pour dire qu'une demande est déraisonnable, de dire comme tout ce que tu me demandes là c'est... Parce que ce qu'on entend souvent des contribuables, c'est hey, moi, il faut que je gère une business. Puis en fait, ce qu'on entend souvent, je vais dire exactement c'est quoi, c'est moi, il faut que je gère une business pour essayer de faire un profit, pour payer l'impôt, pour payer cette personne-là qui vient me déranger pendant que je gère ma business, pour que je puisse payer son salaire. Ça, c'est à peu près ce que tu entends? Oui, mais ne jamais dire ça à un vérificateur. Ça parle mal de la relation. Non, je dis pas ça au vérificateur, mais le client, quand il nous parle, c'est ce qu'on entend. Là, il est payé avec mes impôts, puis il vient me déranger. Fait que là, je ne ferai pas autant d'argent à cause de lui. Fait qu'il baisse mon profit, baisse mes impôts pour payer son salaire pour qu'il me vérifie. Fait que tu des fois, des affaires déraisonnables qu'on peut dire, écoute, là, c'est ce que tu demandes, là, ou des délais déraisonnables. Ça pourrait être. Oui. Mais au niveau de la vérification fiscale, c'est pas rare que les délais pour fournir certains documents vont être assez courts, mais de façon générale, les autorités fiscales vont être négociables. On va pouvoir négocier un délai additionnel, un mois supplémentaire, par exemple, pour fournir les documents, surtout s'il y en a beaucoup. Ce qui est déraisonnable, c'est difficile de cibler exactement c'est quoi, mais c'est certain qu'au niveau d'une vérification, si pour répondre à une demande documentaire, il faut qu'un contribuable engage beaucoup de frais, beaucoup de temps, 200 heures pour répondre à une seule correspondance. Puis c'est pas une science exacte, il n'y a pas de numéro, mais dans la mesure où le fardeau qui est mis sur le contribuable est juste trop élevé, ça pourrait être déraisonnable. Ouais. J'avais une question qui m'est venue par rapport à ce que tu disais, mais j'ai oublié. Fait que vas-y, on va m'en revenir. Lorsqu'un vérificateur fait un constat ou décide de refuser un élément de dépense ou d'ajouter un revenu, c'est quoi son fardeau de preuve? Qu'est-ce qu'il doit amener dans le dossier pour justifier sa décision? Oui. Bien, au niveau de la vérification fiscale, dans la mesure où le contribuable, le vérificateur veut refuser un élément, il peut le faire. OK, donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'être d'accord avec le contribuable ou de justifier outre mesure sa position. Il va pouvoir le faire. Au niveau de tout ce qui est de fardeau, c'est plus des concepts qui vont entrer en ligne de compte une fois que la cotisation est émise et qu'on souhaite se battre contre cette cotisation-là. Lorsque la cotisation est émise, donc où on va venir vraiment cristalliser le projet de cotisation, mais de façon générale, la cotisation de Revenu Québec ou de Revenu Canada va être présumée valide. Et ça va être le fardeau du contribuable de démolir les hypothèses factuelles qui sont retenues par le vérificateur. Le fardeau de base du contribuable n'est pas si élevé que ça. On parle en latin d'une preuve prima facie de prime abord. Okay? Donc, essentiellement, c'est une preuve qui n'a pas besoin d'avoir... C'est pas hors de tout doute raisonnable, par exemple, comme en matière criminelle. C'est une preuve qui a un tel degré de probabilité en sa faveur qu'un tribunal devrait l'accepter, à moins qu'il y ait une preuve contraire. Une fois qu'on a présenté ce genre de preuve-là, ben, à ce moment-là, le fardeau va être transféré au niveau des autorités fiscales où ils vont devoir prouver leur position par prépondérance des probabilités, balance des probabilités. C'est essentiellement le concept du 50% plus 1. Mais il faut savoir qu'il y a des exceptions à tout ça. Donc, dans la mesure où les autorités viennent cotiser des années qui sont prescrites, la cotisation ne va pas être présumée valide et ça va être le fardeau des autorités fiscales de prouver leur position. Même chose au niveau des pénalités, puis on parlait de faute lourde, pénalité pour négligence flagrante. La pénalité comme telle n'est pas présumée valide. C'est le fardeau des autorités de démontrer que le contribuable a fait une faute lourde de la négligence flagrante. Même chose s'il y a des faits qui ne sont pas de la connaissance du contribuable, des faits de la connaissance du ministre, ben, c'est pas présumé valide au niveau du contribuable. Ça va être le fardeau des autorités fiscales de le démontrer, de prouver ça. Merci. Écoute, moi, j'ai encore, je te dirais, facilement beaucoup de questions.
Ouais. Je regarde le temps avancé. On est déjà autour de, je pense, 40 minutes pour l'épisode, puis j'ai l'impression que ça va durer plus longtemps. Est-ce que tu serais disponible pour rester un peu plus longtemps dans le cadre d'un deuxième épisode? Certainement, oui. Ouais, parfait. Fait que qu'est-ce que t'en penses, Jake? Je te laisse le mot de la fin. Puis on va revenir, parce que j'ai une couple de questions. Parce que là, quand tu rentres dans le fardeau puis tout, puis justement au niveau des présomptions, puis au niveau des délais de vérif, puis la négociation, excuse-moi, fait qu'au niveau des négociations, présomptions, etc., tu te dis quoi? Puis je n'arrête pas d'écrire à côté, je suis comme, OK, ben, telle question que je vais poser aussi. Ouais. Fait que, je vais peut-être... On peut en parler longtemps, ouais. C'est ça, fait qu'on va garder ça pour une partie 1, puis on va faire une partie 2. Puis Jerry, je te laisse le mot de la fin. En fait, j'aimerais bien juste faire un peu un retour, puis Oui, vas-y, mettre un petit boucle sur les éléments principaux là, dont on a discuté aujourd'hui. Si un contribuable reçoit une communication des agences, soit de l'Agence de Revenu du Canada ou de Revenu Québec, ce que je comprends, il ne devrait pas l'ignorer, mais pas du tout, parce que il peut y avoir des demandes péremptoires, comme tu disais. Surtout pas. Ça va être. Il ne faut pas l'ignorer. Ça va être un bon réflexe d'appeler son comptable, d'appeler son avocat pour être assisté là-dedans et collaborer dans les limites du raisonnable avec les autorités. Mais évidemment, il ne faut pas ignorer ce genre de correspondance-là. Dans un deuxième temps, de manière générale, les autorités fiscales peuvent demander ce qu'elles veulent. Elles ont des pouvoirs excessivement larges, là. Pas ce qu'elles veulent. Ah, OK. Il y a certaines limites, par exemple des documents qui sont protégés par le secret professionnel, mais les pouvoirs de vérification sont très étendus, très larges et essentiellement, on le sait, on est dans un régime d'autocotisation, le contribuable prend ses déductions, déclare, et c'est normal que les autorités ont le pouvoir de vérifier si ce qui a été déclaré dans la déclaration de revenus fait du sens et pouvait être déduit, là, par exemple, certaines déductions. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'on est obligé de fournir ce qu'ils veulent? C'est ça la différence. Mais je comprends qu'ils peuvent demander ce qu'ils veulent, mais une nuance, à date, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait deux exceptions à prime abord. Ou si je veux utiliser mon latin, prima facie. Fait que je toujours ça à mes étudiants. Quand vous parlez aux avocats, vous voulez les impressionner. Là. Vous sortez 2-3 mots latins, comme ça, vous avez l'air plus éduqué. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, les deux exceptions que je vois maintenant, c'est si la demande est complètement déraisonnable. Excuse-toi. Fait que complètement déraisonnable, qu'on est en mesure de prouver que c'est déraisonnable. Si le document n'existe pas, mais qui a été détruit ou quoi que ce soit, et si c'est un document protégé par le secret professionnel. Mais outre que ça, force est d'admettre que plus souvent qu'autrement, encore là, c'est une question de fait, savoir à chaque fois, mais il faut collaborer. On est dans l'obligation de collaborer. Il faut fournir les documents. Même si le document ne nous avantage pas, il faut le fournir pareil. Et on garde nos documents 6 ans et, si possible, éternellement. Oui. Et on fait pas la sourde oreille, c'est ça. Je suis quand j'ai le contact. N'hésitez pas à communiquer avec un professionnel pour orienter votre dossier, un avocat fiscaliste au besoin. Oui. Puis ne serait-ce que je pense que notre devoir en tant que comptable aussi, c'est que si à un moment donné, ça devient hors de notre champ de compétences, d'aller voir un fiscaliste ou d'aller voir un avocat. Puis là, j'ai vu que tu as habilement esquivé la question de combien ça coûte une vérification. Bon, on va garder ça pour la partie 2. Je te laisse pas partir comme ça. Puis, écoute... Ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci, messieurs. Vous avez appris. Et à la prochaine. Merci.